Vous n'avez sans doute pas évité l'espèce de gros brouhaha qu'il y a autour de ce concept de métavers. On l'entend partout, à toutes les sauces, à tort et à travers, et surtout dans beaucoup de cas où ce n'est absolument pas justifié. Du coup, je trouvais intéressant de faire une petite mise au point pour expliquer un petit peu tout ce bordel, voilà, histoire que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Générique. Premier gros problème qu'il y a avec le concept de métavers, c'est que tout simplement tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. En fait, il y a beaucoup de gens qui gravitent dans cet univers-là, mais qui n'ont pas forcément la même définition. Alors il y a des choses qui vont se recouper, donc ça c'est bien. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on va diverger, et c'est là généralement qu'il y a des problématiques. C'est souvent combiné avec le concept de Web3. C'est souvent aussi associé au blockchain, même si ça peut être lié sans forcément être lié. Du coup, ça fait un énorme sac de on sait pas trop, ça va être les nouvelles technologies, le futur métavers, blockchain, Web3, on met tous en même temps et hop, ça fait des super buzzwords. Donc ça, c'est la première grosse problématique, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est mon avis à moi, personnel, par rapport à ce que j'ai pu voir et les différents projets sur lesquels on a pu travailler. Alors j'aimerais quand même commencer par pousser un tout petit coup de gueule envers les professionnels qui racontent beaucoup de merde, je pèse mes mots, parce que même si on n'est pas tous d'accord sur les petites subtilités du métavers, il y a quand même des fondamentaux qui doivent être respectés et qui correspondent vraiment au concept de métavers. Et je vois beaucoup de choses passer sur internet, j'ai pas envie de citer des noms, mais honnêtement ça me hérisse le poil de voir des gens qui sont identifiés comme étant des professionnels du métier et qui utilisent le terme métavers pour des sujets, pour présenter des choses qui ne relèvent absolument pas du métavers. C'est de la 3D, c'est bien, ok, d'accord, c'est de la 3D, c'est de la réalité virtuelle, ok, très bien, il y a du multijoueur, très bien, ce n'est pas du métavers. On va voir ça juste après, il y a des éléments absolument indispensables pour pouvoir considérer que quelque chose relève du métavers. Et je suis désolé de le dire, mais quand on a en face de soi, je sais pas, une paire de pompes, et ben on peut pas regarder cette paire de pompes et dire que c'est, je sais pas, une boîte de conserve de petits pois carottes. C'est pas ça. Donc il y a des noms, il y a des définitions, il est important de les respecter. Donc si vous êtes des professionnels et que vous utilisez ce terme à tort et à travers, s'il vous plaît, renseignez-vous et faites attention de ne pas dire n'importe quoi. Parce que le grand public, derrière, il est perdu. C'est déjà assez compliqué de comprendre ces nouvelles technologies parce qu'il y a énormément de concepts qui sont nouveaux, qu'il faut comprendre, il faut s'immerger dedans pour arriver à comprendre un petit peu ce qui se passe. Ne rajoutez pas du brouhaha autour de concepts qui sont déjà complexes à expliquer. Voilà. Merci à vous, s'il vous plaît, faites attention. Et si vous êtes dans le grand public et que vous n'êtes pas forcément très formé ou que vous n'avez pas toutes les informations pour vraiment comprendre ce qui se passe, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de croiser les informations. Ne prenez pas juste une seule source d'information, croisez-en différentes pour vous faire un avis et arriver à mixer tout ça pour vous faire votre propre avis. Et pour le coup, ce que je dis, c'est également applicable à notre chaîne. Moi, j'essaie de faire attention, et mon équipe derrière moi, on essaie de faire attention de dire des choses qui sont justes, mais ça nous arrive aussi de dire des bêtises. Ça nous arrive aussi de dire des choses qui relèvent de notre perception à nous, et qui n'est pas forcément la vôtre ou celle d'autres personnes du métier. Donc je vous invite également à appliquer cette même règle vis-à-vis de nous, c'est-à-dire de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on dit, mais également de croiser ça avec d'autres sources d'informations. Du coup, c'est tout pour l'introduction. Ça a été un petit peu long, mais je pense que c'était important de mettre les points sur les i et de cadrer un petit peu le sujet parce que, honnêtement, c'est vraiment le bordel et moi, personnellement, ça m'énerve de voir ce sujet. Bref, fin de la parenthèse. Du coup, on va attaquer vraiment le vif du sujet et j'aimerais commencer par une citation de Matthew Ball qui explique, en fait, en une phrase un petit peu longue, mais en une seule phrase, le concept même de métavers. Alors, la citation de Matthew, c'est, je cite, « Le métavers, c'est un gigantesque réseau interopérable de mondes virtuels affichés en 3D en temps réel qui peut être vécu de manière synchrone et persistante par un nombre illimité d'utilisateurs avec une sensation de présence individuelle et une continuité de données comme l'identité, l'histoire, les droits d'objets, communication et paiement. » Alors oui, la phrase elle est un petit peu longue comme le bras, mais je pense que ça définit assez bien toutes les facettes en fait que l'on a autour de ce concept de métavers. On va avoir une expérience en 3D temps réel, qui est en multijoueur synchrone, c'est-à-dire que vous allez voir les personnes en face de vous, vous allez incarner quelque chose, il va y avoir un concept de persistance des données, et enfin le dernier point qui est important, c'est le côté interopérable. Pour moi ça, ce sont les 5 points qui sont vraiment super importants dans ce concept de métavers. Du coup, on va commencer avec le premier point sur le concept environnement 3D temps réel. Donc là, il n'y a rien de vraiment surprenant, il n'y a rien de vraiment nouveau. Les jeux vidéo existent depuis une trentaine d'années, voire 40 ans maintenant. Le 3D temps réel, on connaît, c'est quelque chose qui est très classique et beaucoup utilisé dans le jeu vidéo.
Maintenant, on commence petit à petit de plus en plus à l'utiliser pour du professionnel, pour de la formation, pour de la visualisation, pour de la visite virtuelle d'immeubles, etc. Il y a énormément d'usages pour de la collaboration à distance, etc. Bref, je ne vais pas diverger trop longtemps sur le sujet, mais il y a un point central, c'est qu'il faut que ça soit en 3D temps réel. Voilà. Donc vous êtes dans un univers en 3D et il va se passer des choses en temps réel. Ça, c'est le premier point. Et malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent à ce point-là pour venir dire « Ah bah c'est de la 3D, donc c'est du métavers ». Eh ben non, en fait, ça c'est juste une seule des composantes pour faire tout le concept. C'est comme de dire je regarde un pneu et de dire en regardant ce pneu, c'est une voiture. Bah non, c'est un pneu. Alors, la pneu, ça fait partie de la roue qui est un composant de la voiture. Mais si vous le prenez tel quel, ça peut servir à quelque chose, ça peut tourner sur lui-même, mais en soi, ça ne représente pas l'objet final, si on veut, ce concept du métavers qui est d'avoir la voiture pour se déplacer. C'est un petit peu la même chose. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça, et il y a les autres points qu'on va voir, du coup, juste après. Ensuite, le second point qu'on a, c'est du multijoueur synchrone. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par multijoueur synchrone? Si vous êtes un vieux schnock comme moi qui a joué au tout début d'Internet sur des jeux en ligne sur le net, en fait, vous veniez, vous faisiez une action, et ensuite c'était au tour de l'autre joueur, et il avait un temps donné pour faire une action, et une fois qu'il avait fait son action, vous pouviez rejouer à votre place. Typiquement, sur le principe d'un jeu de plateau, en fait, ou d'un jeu d'échecs, vous allez jouer, ensuite ça va être à votre adversaire de jouer, et en attendant, il se passe rien, en fait. Ça, c'est le concept de multijoueur asynchrone, c'est-à-dire que vous allez faire une action et vous allez attendre la réaction de l'autre joueur pour continuer la partie. Dans le cadre du métavers, on veut pas de l'asynchrone, on veut du synchrone, c'est-à-dire que tous les joueurs, les participants, en fait, vont faire des actions en même temps et vous allez avoir les retours en direct, en fait. Vous allez le voir en direct. Donc ça, encore une fois, c'est une problématique qui est... c'est un sujet qui est très connu parce que les jeux multijoueurs sont très répandus aujourd'hui. Si vous avez joué à un Battle Royale, c'est du multijoueur en synchrone. C'est-à-dire que vous avez vos autres joueurs qui vont être là et qui vont essayer de vous tuer en même temps que vous allez essayer de faire pareil. Et il faut que ça soit en synchrone. Donc du coup, ce concept-là en soi, il est à peu près bien connu par le grand public. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est pour le petit adjectif, c'est nombre de joueurs illimité, si on reprend la phrase de Massieu. Et là, ça pose d'énormes problématiques techniques, parce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse synchroniser en temps réel les données de tous les joueurs dans un espace, ça prend de la bande passante. Voilà, tout simplement, il faut, à un moment donné, faire transiter l'information pour dire tel joueur est à tel endroit, il est en train de faire telle chose, telle action, il est en train de tirer, il est en train de regarder là, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Et ça, ça prend ce qu'on appelle de la bande passante. C'est comme quand vous envoyez un colis par la poste, il y a un poids, en fait. Et ce poids, mine de rien, on est contraint par nos capacités de transmission de l'information aujourd'hui, et même avec de la fibre optique, en fait, avec des débits qui sont très élevés, en fait, on est limité. C'est-à-dire qu'il y a un maximum d'informations qu'on peut transmettre à la seconde, si je veux schématiser. Ce qui fait que on a atteint en fait des plafonds de quantité de joueurs qu'on peut traiter dans un seul environnement en multijoueur synchrone. Alors évidemment, il y a des évolutions qui sont en train de se faire, il y a de nouvelles mécaniques qui sont en train d'arriver pour faire claquer ce plafond, parce que l'objectif c'est d'aller toujours plus loin, mais mine de rien, on est malgré tout limité. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand vous faites des jeux multijoueurs ou jouez à des parties multijoueurs, il n'y a pas tant de joueurs que ça. C'est-à-dire que quand vous faites un Battle Royale à 100 joueurs, il faut bien vous rendre compte que c'est pas 100 joueurs dans une pièce. En fait, c'est 100 joueurs sur toute la carte et il y a des mécaniques d'optimisation pour faire qu'on va pas synchroniser tout ce qui est loin de vous parce qu'il n'y en a pas besoin. C'est aussi pour ça, typiquement, que c'est compris dans une des mécaniques du Battle Royale, c'est que la zone de jeu se rétrécit pour ramener la quantité de joueurs. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir plein de joueurs qui vont être éparpillés de partout, chacun dans son coin à synchroniser uniquement les données locales, et moins il va y avoir de joueurs, plus on va les forcer à se rapprocher au même endroit, ce qui fait un double usage. Un usage au niveau du gameplay, parce que l'objectif c'est de faire en sorte que les joueurs se rencontrent, et deuxièmement, d'un point de vue optimisation, pour faire que on ne soit pas obligé d'avoir une capacité de transmission de l'information qui soit au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc ça, c'est un point qui est super important parce que pour moi, c'est une des plus grosses problématiques qu'on a aujourd'hui par rapport à cette question du métavers. C'est le fait d'arriver à trouver des moyens de transmettre toutes ces informations pour des quantités de joueurs qui sont bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, on a la question d'avoir un environnement qui est persistant. Alors, il faut que j'arrête de taper sur mon micro, il est gentil en plus.
La question du persistant. En fait, quand vous allez jouer à une partie, je vais prendre un exemple un petit peu plus vieux, mais vous faites une partie de Counter-Strike. Donc vous avez les terroristes d'un côté et les antiterroristes de l'autre. Vous allez commencer une partie, donc vous allez avoir tous les joueurs qui vont apparaître au bon endroit. Vous allez faire des actions, vous allez vous mettre sur la gueule, les terroristes vont gagner ou peut-être les antiterroristes, peu importe, c'est pas le sujet. Mais une fois que la partie est terminée, en fait, votre environnement de travail, de jeu, en fait, c'est pas un environnement de travail, mais c'est votre environnement dans lequel vous avez vécu cette expérience, en fait, il va disparaître. Il a été mis à disposition pour vous, pour votre partie, mais une fois que vous en êtes sorti, en fait, tout ce qu'il y avait là-dedans, ça disparaît. De la même manière que lorsque vous commencez une partie sur Fortnite, vous faites un Battle Royale sur Fortnite, vous commencez la partie, vous allez construire plein de trucs, parce que ça fait partie du gameplay. Par contre, à la partie suivante, tout ce que vous avez construit, ce n'est plus là. Parce qu'en fait, on a créé un environnement juste pour cette partie, et une fois que la partie est terminée, on prend cet environnement-là et on le fait disparaître. C'est juste à la demande. Donc on n'a pas ce concept de persistance des données. C'est-à-dire que chaque environnement va être nouveau, tout propre, à chaque fois qu'on va démarrer une nouvelle expérience. Et l'un des éléments qui est fondamentaux par rapport à ce concept de métavers, c'est le concept de persistance. C'est-à-dire que les choses que vous allez pouvoir faire dans ces univers-là vont pouvoir être persistantes. C'est-à-dire que si vous vous déconnectez et que demain vous vous reconnectez à ce métavers, les choses que vous avez faites seront toujours là. Elles seront toujours visibles pour les autres joueurs, utilisateurs, peu importe comment on les appelle, et ça sera toujours là, ça sera pas effacé en fait. Donc ce concept de persistance, ça apporte quelque chose d'intéressant parce que c'est comme quand vous faites un serveur Minecraft. Vous construisez votre petite maison, vous vous déconnectez, le serveur il continue de tourner, et le lendemain quand vous vous reconnectez, paf, votre maison elle est toujours là. Et c'est ce concept-là. Si ce n'est que faut l'appliquer à l'échelle d'un métavers, donc avec énormément d'utilisateurs, le tout en temps réel, donc ça pose beaucoup de problématiques. Mais ça reste quand même super intéressant parce qu'on n'est plus sur le fait de profiter d'une expérience bien particulière dans un cadre donné, mais vraiment d'avoir cet aspect continuité justement dont parle Matthew, c'est de dire nos actions elles vont rester là et on va pouvoir se construire un petit peu quelque chose dans cet univers qui va pouvoir persister dans le temps, qu'on va pouvoir partager avec les autres, et c'est ce côté aussi partage de ces éléments persistants qui a tout son intérêt par rapport au métavers. C'est cool de faire une petite maison dans Minecraft, c'est encore plus cool quand vous pouvez le faire sur un serveur et inviter vos potes pour venir leur faire visiter votre petite maison. Donc ce côté vraiment persistance, ça ajoute quelque chose, ça ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience, et qui pour moi est assez fondamental dans le concept de métavers, parce qu'on veut vraiment avoir un univers. Métavers, c'est méta-universe, donc c'est un univers au-delà de l'univers réel. Donc on essaie de retranscrire tout ce qu'on peut faire dans la vraie vie, mais dans un univers virtuel. Voilà. Donc ce concept de persistance, c'est aussi un des grands oubliés quand on parle de métavers en ce moment, c'est ce concept de persistance. Voilà. S'il n'y a pas cette idée de pouvoir persister les informations et les actions qui s'y passent, c'est pas vraiment un métavers. Le concept de présence maintenant. Alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans plusieurs autres vidéos, mais c'est intéressant de revenir dessus pour plein de raisons, parce que ça s'inscrit totalement dans le concept de métavers. Donc la présence, c'est quoi? C'est le fait de se sentir présent physiquement dans un monde virtuel. Alors c'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est la présence, c'est le fait de se sentir présent dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Et dans le cadre d'une expérience en 3D temps réel, que ce soit en réalité virtuelle ou pas, on va avoir un sentiment de présence, on va avoir la sensation d'incarner quelqu'un au sein de cet univers-là. Ce sentiment d'incarnation, en fait, on va pouvoir le représenter via différentes formes. On va incarner généralement ce qu'on appelle un avatar. On va avoir une représentation 3D d'une entité qu'on va venir incarner dans l'univers dans lequel on va vivre notre expérience. Et je parle vraiment d'entité dans le sens où on peut incarner autre chose qu'un être humain. On peut incarner un alien, on peut incarner un poisson, on peut incarner un crabe, on peut incarner une théière, si vous voulez. Si vous êtes un petit peu utilisateur de Minecraft, non pas de Minecraft, de VRChat, vous savez à quel point on peut incarner des trucs absolument loufoques. Donc ça n'empêche pas que vous allez pouvoir incarner quelque chose. Donc dans cet univers, vous allez être quelque chose. Et ce quelque chose, c'est très intéressant parce que ça renvoie des informations. Lorsque vous allez sociabiliser avec vos amis, etc., vous faites attention à ce que vous portez. Si vous allez boire un verre avec vos potes et que vous savez que votre crush vient à ce rendez-vous, vous allez bien vous saper parce que vous allez essayer de séduire. Donc, ce côté image de soi qu'on envoie, en fait, c'est un truc qui est très important dans la vraie vie parce que c'est un élément crucial pour nos relations sociales. Voilà, c'est comme ça. On a beaucoup besoin de faire attention à l'image qu'on envoie et même notre propre perception de nous-mêmes. Et dans le cadre d'un métavers,
On peut du coup incarner virtuellement un petit peu tout ce qu'on veut. Du coup, là, il y a une petite porte qui est assez intéressante à ouvrir, c'est de se dire, bah, on va pas juste incarner un avatar lambda pour dire avatar homme ou avatar femme, mais aller peut-être un petit peu plus loin et dire, bah, laisser en fait la possibilité aux utilisateurs d'utiliser ce principe d'incarnation pour renvoyer une image de leur avatar, qui peut être le reflet de leur personne ou pas, ça c'est encore un autre sujet, mais d'utiliser des mécaniques pour faire en sorte que les utilisateurs puissent envoyer l'image, les messages qu'ils ont envie de faire passer aux autres personnes avec qui ils vont participer à des aventures, à des expériences, à des jeux, à des travaux collaboratifs, etc. etc. Et c'est là qu'on arrive sur ce côté de la personnalisation de l'avatar. Qu'est-ce que vous allez incarner concrètement ? Est-ce que ça va être une personne lambda, classique, etc. Est-ce que vous allez plutôt vouloir mettre des fringues particulières ? Est-ce que vous allez plutôt incarner une créature, un animal, etc. C'est intéressant de se poser ces questions et surtout, ça devrait être un des points qui est fondamental dans le concept de métavers. Vous devez pouvoir incarner quelque chose qui va vous ressembler. J'ouvre une petite porte par rapport à ça, sur ce concept de l'image qu'on a de soi, l'image personnelle qu'on va renvoyer. Il y a de plus en plus d'univers ou métavers qui sont en train de se construire un petit peu, et chacun vit sa vie dans son coin, mais il y a un concept qui est commun à tous ces univers-là, c'est le concept de l'image qu'on renvoie. Le fait de pouvoir s'habiller ou d'habiller son avatar un petit peu comme on a envie, et ben mine de rien, même dans un univers virtuel, ça va renvoyer des informations par rapport à qui on est, nos valeurs, etc. Enfin, je veux dire, si vous portez spécifiquement une marque parce que vous savez que cette marque est engagée pour X sujet, là je vais citer Greenpeace par exemple, que vous mettez un énorme sweater à Greenpeace, etc. Sea Shepherd ou machin, enfin bref, sur le principe, et ben en fait, en faisant des expériences, vous allez aussi pouvoir transmettre vos convictions. Donc c'est assez intéressant de se dire que ce concept-là de personnalisation de l'avatar, il est mine de rien assez important, et je pense qu'il va être de plus en plus important dans les prochaines années, une fois que tous ces écosystèmes vont commencer à se standardiser pour faire en sorte que la partie interopérable puisse fonctionner. On va reparler dans la question suivante. Juste pour revenir un tout petit peu sur cette question de la personnalisation, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que depuis, on a eu l'évolution du web où tout le monde a pu se créer un profil social, par exemple. Sauf que sur votre profil social, vous pouvez mettre une photo de profil, généralement un petit header, une petite photo de couverture, etc. Vous voyez ça comme une façon de vous montrer sur le net. Il y a certaines personnes qui vont mettre une vraie photo de eux et en couverture, ils vont mettre, je sais pas, une photo de vacances ou un truc comme ça. Vous avez d'autres personnes qui vont être beaucoup plus cachées derrière un persona qu'elles se sont créées pour ce réseau social, avec un avatar qui ne représente pas leur personne, mais leur persona, et pareil pour la photo de couverture. Donc ce concept-là de renvoyer une image qu'on a envie de renvoyer au reste du monde, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui est nouveau spécifiquement par rapport on va dire, à l'utilisation du numérique, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis déjà bien 10 ans, enfin je veux dire depuis les débuts de Facebook. Le principe de Facebook, c'est d'avoir littéralement un trombinoscope, c'est-à-dire que vous avez votre photo qui est là, une photo de profil. Et petit à petit, les gens se sont rendus compte que en fait on n'est pas obligé de directement mettre sa propre image, on peut aussi se créer une image qu'on va pouvoir diffuser sur le net. Donc ce qu'on voit ici par rapport à cette personnalisation des avatars et l'incarnation des avatars, c'est juste le prolongement de tout ce qu'on a pu avoir depuis le web sur ces 10, 15, peut-être 20 dernières années. Et nous arrivons donc sur le sujet de l'interopérabilité. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? L'interopérabilité, c'est d'avoir plusieurs systèmes différents, autonomes, qui sont en mesure de communiquer. Voilà, ça c'est la définition simplifié de l'interopérabilité. Pourquoi c'est important dans le concept des métavers ? On a vu tous les points précédents, il y a beaucoup de complexité déjà. Aujourd'hui, comment ça marche ? Vous avez différentes entreprises privées, principalement des entreprises privées, qui vont créer des expériences de type métavers. Vous avez Fortnite d'un côté, vous allez avoir Roblox de l'autre, vous allez avoir Sandbox dans un coin, et vous allez avoir probablement encore pas mal d'autres entreprises, il faut que j'arrête de taper mon micro, d'autres entreprises qui vont proposer des expériences qui rentrent dans la case du métavers. Sauf que ces expériences, elles sont cloisonnées, elles sont autonomes, c'est chacun fait sa vie dans son coin. Du coup, on a des mini-métavers si vous voulez, mais on n'a pas le concept de métavers au sens qui est défini par notre Matthew, qui est de dire en fait tous ces univers ils sont interopérables, on peut naviguer de l'un à l'autre de manière transparente pour l'utilisateur. Un petit peu ce qu'on voit dans le film Ready Player One. On a un seul énorme univers et on peut faire différentes choses. Et ça aujourd'hui, qu'on se le dise bien, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que chaque entreprise développe son propre univers pour ses propres besoins. Et c'est là que la question de l'interopérabilité rentre en jeu. Parce que c'est pas demain la veille qu'on va avoir une seule entité qui va rassembler tout le monde. Ça, je pense que c'est une utopie de penser que ça va arriver. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas un jour une grosse entreprise qui va faire un métavers, comme par exemple le Facebook Horizon, enfin Meta Horizon maintenant, qui va dire qu'il va écraser tout le monde. Ça, je n'y crois, mais pas une seconde. On va se retrouver à avoir un environnement avec plein de petites structures, plus ou moins grosses, hein, je dis petites structures, mais plus ou moins grosses, qui vont avoir leur propre environnement pour proposer leur propre type d'activité. Et c'est là que la question de l'interopérabilité a vraiment tout son sens, parce que chacun, en fait, va devoir se débrouiller pour communiquer avec tout le monde. Et ça, en fait, ça a un nom, ça s'appelle de la standardisation. Pour que ça puisse se faire d'une manière facilitée, et que tous les acteurs puissent communiquer les uns avec les autres, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se regroupe dans un consortium, les grands privés se rassemblent pour se dire comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble. Quand vous allez sur le web, que vous naviguez sur un navigateur web, que vous voyez une page web, eh bien dites-vous que derrière, il y a eu du travail de dizaines et dizaines d'années du consortium du W3C pour standardiser en fait comment est-ce qu'une page web est censée fonctionner. Si aujourd'hui c'est aussi transparent pour vous, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail-là avant. Et il va falloir faire ce travail-là pour tout ce qui concerne l'interopérabilité autour des questions des métavers. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus complexe que de juste spécifier, juste entre guillemets, parce que c'est déjà assez complexe, spécifier comment une page web est censée fonctionner. On a énormément de problématiques, comment gérer les avatars, comment gérer les transitions d'un monde à l'autre, comment gérer les différences de technologie, etc. Il y a énormément de problématiques. Et aujourd'hui, très honnêtement, il n'y a pas de grosse solution. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place, il y a des groupements de professionnels qui commencent à se mettre en place pour commencer à réfléchir à ces questions, pour commencer à poser les premières bases en fait de ces normes. Et typiquement, je fais un joli petit coucou aux équipes d'Inetum avec qui on travaille, qui travaillent typiquement à la création de mécaniques qui rendent ce système-là interopérable. Donc il y a du travail qui est en cours, mais clairement, on n'est pas du tout au stade de ce qu'on peut voir dans le film de Steven Spielberg. On en est très loin. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, je dirais qu'il y en a au moins pour une bonne grosse dizaine d'années, si c'est pas plus, pour arriver à un stade où vous lancez un jeu et directement vous allez pouvoir naviguer d'un truc à l'autre en toute transparence. Je pense qu'il va falloir encore beaucoup de temps et à mon avis, il va falloir développer de nouvelles technologies pour spécifiquement répondre à ces problématiques-là. Jusqu'à présent, on faisait beaucoup d'expériences cloisonnées, alors avec du multijoueur certes, mais dans un cadre très clairement défini. Là, l'idée qui se cache derrière le métavers, c'est d'avoir plein d'entreprises différentes qui vont pouvoir, ou des particuliers pour le coup, qui vont pouvoir créer des expériences et que vous, en tant qu'utilisateur, vous puissiez sauter d'un endroit à l'autre pour changer un petit peu d'expérience. Et c'est un véritable casse-tête technique. Mais genre vraiment, vous n'avez pas idée à quel point cette question est ultra complexe. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à ces problématiques-là. Donc, le métavers tel que vous probablement le voyez dans le sens Ready Player One, pardon, c'est encore autre chose, en fait, techniquement, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Par contre, on y travaille. On y travaille beaucoup et de plus en plus de gens se mettent à ces réflexions pour qu'on aille vraiment dans cette direction de l'interopérabilité, justement. Le fait que votre avatar, vous puissiez l'utiliser dans plusieurs univers. C'est typiquement ce que fait Ready Player Me. C'est un système d'avatar qui est interopérable et que vous pouvez utiliser dans plusieurs univers qui supportent ce système d'avatar. Demain, j'espère qu'on pourra également transporter ce qu'on appelle les wearables, c'est-à-dire les vêtements virtuels que vous allez pouvoir mettre sur votre avatar. C'est un travail que fait Ready Player Me, c'est un travail que moi je fais avec une autre startup à côté qui s'appelle Workspaces. Voilà, il y a des choses qui se développent dans cette direction-là et j'espère que petit à petit, on va pouvoir se rapprocher le plus possible de ce concept effectivement d'avoir des univers qui sont complètement interopérables pour que pour l'utilisateur ça soit complètement transparent. Donc ça c'était vraiment la question de l'interopérabilité. Bon, la vidéo commence à être un tout petit peu longue, donc je vais m'arrêter, sinon demain on y est encore. J'espère que vous avez compris avec ce petit état des lieux que le concept de métavers, il est cossu. C'est un gros pavé dans la mare qu'on est en train de jeter. Et il y a beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, se contentent juste de regarder les petits rebonds qui sont passés sur l'eau, plutôt que de regarder le gros pavé qui vient de tomber dans la mare. Donc la prochaine fois que vous entendez parler de métavers, posez-vous ces questions. Quand vous voyez quelqu'un qui vous parle d'une expérience X ou Y, Z, qui vous dit ça c'est du métavers, posez-vous toutes ces questions, est-ce que ça reprend tous les éléments dont je vous ai parlé? Et si vous pouvez cocher toutes les cases ou en grande partie, peut-être que ça se rapproche du concept de métavers.
S'il y en a qu'une seule ou deux, bah, peut-être que ça l'est pas vraiment. L'idée, c'est pas de rabaisser les gens. Il y a des choses qui sont faites qui sont extrêmement cool. On peut faire des trucs très très bien. C'est juste qu'il faut appeler un chat un chat. Une expérience en 3D temps réel multijoueur, c'est très bien. On peut faire des trucs super chouettes. Il ne faut pas appeler ça un métavers si c'est pas un métavers. Voilà, moi c'est tout ce que je veux vous dire. Donc faites juste attention par rapport à ça. Si on vous bassine par rapport à ça, dites-vous que, à mon avis, c'est pas demain la veille qu'on va arrêter d'en parler. Renseignez-vous sur le sujet, un petit peu, petit à petit, à petite dose, comme je vous le disais tout à l'heure. Croisez les informations pour être sûr de vous faire un avis critique sur le sujet. Peut-être que je raconte des grosses énormités et que quand vous allez regarder cette vidéo, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après sa diffusion, ça sera des conneries monumentales. Donc si c'est le cas, du coup, je m'excuse. C'est la perception que j'ai à l'instant T au moment où je tourne cette vidéo fin 2022. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Désolé, ça a été hyper long, mais il y avait énormément de choses à dire. Du coup, Lenny, j'espère que j'ai répondu à tes interrogations par rapport à ça. Tu voulais mon avis, j'ai encore tapé dans mon micro. Tu voulais mon avis, bah du coup le voilà. Pour tous les autres, toutes les autres et tous les autres, je vous dis, mettez un petit like si vous avez des retours ou des avis à faire à partager sur le concept de métavers. Vous nous mettez ça en commentaire, on en discutera avec vous avec grand plaisir. Gardez en tête qu'on a également un TikTok et que si vous voulez nous poser des questions, on peut y répondre en vidéo, qui arriveront probablement en short ici sur la chaîne YouTube. Donc faites-vous plaisir, nous on est là pour vraiment répondre à vos questions et faire en sorte que vous compreniez de quoi il est question. Réalité virtuelle, réalité augmentée, métavers, etc. J'ai fait une toute petite parenthèse sur la partie blockchain et Web3, je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais la vidéo est déjà extrêmement longue, je me suis dit que c'était pas forcément le moment d'en parler. Du coup, si ça vous intéresse, pareil, mettez un petit commentaire et on fera une vidéo sur le sujet. Je ferme la conclusion. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve un petit peu plus tard pour une nouvelle vidéo. À bientôt!